Bien, merci à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour ce webinaire organisé par le Courrier d'Europe centrale qui a pour objet les élections législatives qui se tiendront en Hongrie dimanche 3 avril prochain. Un scrutin évidemment attendu qui va être observé de près. Et pour en discuter ce soir, évoquer les enjeux de cette élection, je suis heureux d'accueillir Gabor Ayrush, qui est donc sociologue, qui est maire adjoint du 8e arrondissement de Budapest, qui est membre du bureau exécutif du parti écologiste Párbeszéd, qui veut dire dialogue en français, qui est un des 6 partis de l'opposition unie face à Viktor Orban dimanche prochain. Nous accueillons aussi Peter Téchet, maître de conférence à l'Université de Fribourg en Allemagne, ainsi qu'à l'Université de Zurich, juriste et historien. Et puis, le troisième invité ce soir est Corentin Léotard, donc journaliste et correspondant à Budapest, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Bonsoir. Nous allons avoir un temps d'échange tous les quatre pendant une petite heure environ. Et nous aurons ensuite 30 minutes à peu près de temps d'échange, de questions et de débat avec les personnes qui nous suivent. Donc, il ne faudra pas hésiter à indiquer vos éléments dans la discussion de ce webinaire que nous pourrons soumettre à nos invités. Alors, pour commencer, il me semble essentiel de dire peut-être un mot du poids de la guerre en Ukraine sur le contexte du scrutin. C'est essentiel, ça prend beaucoup de place dans les débats de ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet impact de la guerre sur le scrutin? Est-ce qu'elle a une importance et dans l'affirmative de quelle nature? Est-ce que peut-être, Gabor, tu peux commencer? Oui, eh bien, je pense que l'impact est double au moins, sinon triple. D'une part, Orban, qui depuis 12 ans est le meilleur élève, le plus fidèle allié, voire le vassal de Poutine, ça devrait le mettre en difficulté quand même, parce qu'il a fait de la Hongrie une espèce de colonie russe. Ça, c'est pour la théorie. Pour la pratique, en fait, comme la guerre, c'est toujours un moment où les gens se réfugient sous la parapluie du gouvernement face aux diverses menaces. Eh bien, ça peut favoriser le gouvernement, justement, qui, après une semaine d'hésitation, s'est mis à dérouler une propagande en termes de nous, on est pour la paix, l'opposition veut la guerre, etc. Donc, ça leur a, ils cherchent à dénigrer l'opposition par rapport à la guerre. Et c'est aussi une raison pour laquelle je veux dire, la guerre qui fait que tous nos messages ont du mal à passer, tout simplement. Parce que, bon, l'agenda, l'ordre du jour politique est à 80% monopolisé par les événements de cette terrible agression de Poutine contre l'Ukraine et les victimes et les combats. Et donc, Peter, est-ce qu'on sent éventuellement un impact de ce conflit sur peut-être les intentions de vote, les positionnements des uns ou des autres? Comment est-ce que les Hongrois se positionnent face à cette guerre dans le contexte de l'élection qui arrive? Je ne sais pas quel est l'impact de cette guerre sur les élections, parce que je ne vis pas en Hongrie, mais je pense qu'il y a un impact très important sur la droite hongroise, parce que cette guerre a montré que la droite hongroise est complètement différente, par exemple, de la droite polonaise ou de la droite tchèque qui sympathise avec l'Ukraine. Et Jaroslav Kaczynski est allé à Kiev en Ukraine, mais Viktor Orban est allé à Belgrade en Serbie, parce que dans cette région, il n'y a qu'un autre pays
naturellement Hongrie, mais il n'y a qu'un autre pays qui est un peu pro-russe, et c'est la Serbie. Naturellement, pour la Hongrie, c'est un peu une situation bizarre parce que les Hongrois, les Magyars ne sont pas un peuple slave, orthodoxe, et même historiquement, la relation avec la Russie n'était pas très, très bien si on pense à la révolution contre les Habsbourgois ou contre les Russes. Mais cette évolution pro-russe de la droite hongroise s'explique par le nationalisme frustré de la droite hongroise, qui est un élément pareil avec la droite serbe, parce que c'est la frustration de Trianon qui est la frustration du Kosovo en Serbie. Et je pense que cette situation, alors cette tension entre la Pologne et la Hongrie va avoir un impact très grand et très important sur la situation de la Hongrie dans la scène internationale, parce qu'on peut dire que c'est la Serbie qui est restée le seul allié de M. Orbán dans cette situation. Tous les autres pays de Visegrad, en particulier la Pologne et la République tchèque, se désympathise avec cette voix pro-russe de M. Orbán. Alors, je pense que c'est un très important impact, pas forcément directement sur les élections, mais sur le rôle international de la Hongrie, même d'un nouveau gouvernement. Alors, Corentin, comme le disait à l'instant Peter, effectivement, cette situation conduit Viktor Orbán à être un peu isolé, à s'isoler davantage peut-être, notamment de ses partenaires traditionnels. Est-ce qu'on sent quand même une réaction de l'opinion publique face à cet isolement diplomatique de la Hongrie dans ce contexte? Je pense que sur la question de l'isolement diplomatique, il est encore trop tôt pour vraiment voir des effets sur l'opinion publique. C'est vraiment un problème à long terme pour Viktor Orbán dans l'hypothèse où il remporte les élections, où il va devoir vraiment régner sur un pays qui va être, je dirais pas sur un champ de ruines parce que ce serait exagéré, mais voilà, dans un pays qui va être encore plus isolé qu'il ne l'était. Au cours des derniers jours, j'ai été un peu aux quatre coins du pays pour prendre le pouls avant la campagne. C'est vrai que bon, les gens parlent énormément de la guerre. À force d'une propagande effrénée qu'on peut entendre vraiment partout, hein, sur Facebook, YouTube, à la radio, il y a des spots qui sont très efficaces où on entend Orbán qui dit voter pour la droite, c'est voter pour la paix, voter pour la gauche, c'est voter pour la guerre, personne ne nous entraînera dans la guerre. Et du coup, moi, sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de gens, des retraités essentiellement, qui sont particulièrement sensibles à la propagande, parce qu'ils n'ont accès en fait qu'aux canaux, qui ne s'informent qu'avec les canaux du gouvernement, que ce soit la presse locale ou les médias publics, et qui me disent par exemple qu'ils vont voter Fidesz parce qu'ils ont des enfants en âge de combattre, et que si l'opposition gagne, peut-être que leurs enfants vont devoir être envoyés à la guerre, ce qui est parfaitement inepte, parce que l'opposition ne préconise pas du tout l'envoi de soldats hongrois en Ukraine. Et on sent aussi que voilà, surtout ces retraités sont vraiment hostiles à Zelensky, en considérant que c'est un irresponsable qui a entraîné son pays dans la guerre, qui en plus a le culot de demander l'aide du gouvernement hongrois, et au gouvernement hongrois de prendre position. Donc ça passe très mal. Et il y a aussi, mais on pourra peut-être revenir après dessus, la question de vraiment des tarifs de l'énergie qui ont été baissés par le gouvernement en 2013, et dont Orbán, qui a été une clé des succès électoraux en 2014 et 2018, et dont Orbán dit que si l'opposition gagne, c'est toute la politique de réduction des prix de l'énergie qui se trouverait remise en cause. Donc voilà un peu pour les retours de terrain que j'ai. Alors ensuite, il faut quand même dire qu'il y a quand même toute une partie de la population qui sympathise avec le sort des Ukrainiens, notamment des réfugiés. Bon, ça, je veux dire, c'est un phénomène naturel, et tout le monde sympathise avec les réfugiés. Il y a eu quand même un mouvement d'entraide important vis-à-vis des réfugiés. Mais voilà, sur la question du soutien à l'Ukraine, c'est beaucoup plus partagé. C'est sur une ligne politique parfaite entre la droite et l'opposition.
Alors, si on s'intéresse à cette campagne, à la manière dont elle est menée, comment est-ce que concrètement ça se passe, Gabor, sur le terrain? Vous êtes engagé dans ces élections, personnellement, votre parti aussi. Quelle est l'atmosphère? Que disent les gens? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont ça se passe avec les Budapestois? À Budapest, c'est plutôt facile parce que on est en terrain conquis. Donc, il faut savoir, là, je fais peut-être une digression, mais elle sera courte. Donc, il faut voir qu'en fait, la Hongrie suit un peu l'évolution de tout l'Occident. Donc, dans ce sens-là, on appartient bien à l'Occident. Donc, les villes et les grandes agglomérations se tournent vers la gauche ou la gauche libérale, etc. Et la campagne, les gens qui sont un peu comme on dit, les perdants de la mondialisation, de la globalisation, se tournent vers ceux qui leur promettent de les défendre. Donc, du coup, ceux à Budapest qui auraient tout intérêt à garder le système Fidesz théoriquement avec des baisses d'impôts pour la classe moyenne, des aides au logement pour la classe moyenne, etc., etc. Ceux-là même, pour des raisons autres qu'économiques, justement, se détournent de la droite, tandis que ceux dont on promet, nous, l'opposition, la libération, et pour ceux pour lesquels on promet, nous, l'opposition, plus d'équité, plus d'égalité, plus d'aide aux démunis, etc. Eux, ils ont fini par, comment dire, prendre peur à force de voir se défiler toutes ces campagnes d'affiches depuis 12 ans contre les réfugiés, contre les gays, contre Bruxelles, etc. Donc le vote, c'est ce que je voulais dire par là. J'espère que ce n'était pas trop long la phrase. Le vote, il devient comme aux États-Unis, comme en Angleterre pour le Brexit, comme en France. Il devient plus identitaire qu'économique. Et de ce point de vue-là, les citadins qui ont accès à l'information, qui ont enfin, aux sources d'information alternatives, qui sont plus ouverts au monde, qui prennent plus difficilement peur, sont très majoritairement pro-opposition. Et par contre, dans les petites agglomérations, c'est un peu l'inverse. Du coup, quand je faisais du porte-à-porte en province, c'était difficile, mais comment dire, pas sans espoir. Donc j'ai fait du porte-à-porte dans une petite agglomération où, bon, ça c'est des expériences. Je suis sociologue, il ne faut jamais se fier aux expériences personnelles. Mais bon, même dans une toute petite ville, c'était du 50-50 pour moi. Hein. Et à Budapest, c'est une majorité écrasante contre Fidesz et contre Orban. Bon, ensuite, vendredi et samedi, je vais dans la Hongrie encore plus profonde. Donc, on va voir. Mais bon, cela dit, effectivement, cette propagande est efficace au sens où ceux qui s'informent peu ou qui n'ont que la télé publique, qui n'ont que ces tracts anti-opposition, qui n'ont que ces affiches anti-opposition, ces campagnes de dénigrement à leur disposition, une partie d'entre eux finit par croire toutes ces inepties, tous ces mensonges. Je voudrais simplement, avant de donner la parole à nos autres invités, poser une question, parce qu'elle interpelle souvent en Europe occidentale. Vous êtes un homme de gauche. Comment est-ce que vous faites pour vous associer en fait avec le Jobbik? Comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez travailler avec ce parti au sein de cette opposition unie? Comment ça fonctionne concrètement, les liens, les discussions entre tous les partis de l'opposition? Ça ne va pas être très facile.
Oui, eh ben, très concrètement, dans ma circonscription, donc là où je suis maire adjoint, celui qui a gagné les primaires, parce qu'on a eu des primaires pour choisir le candidat le mieux placé pour battre Fidesz dans chaque circonscription, le gagnant se trouve être un gars de mon parti. Et il est très, comment dire, il est même encore plus à gauche que moi. Et donc du coup, on fait une campagne qui est très marquée à gauche et pour laquelle j'ai aucune difficulté à m'y identifier. Et plus concrètement, la participation de Jobbik se réduit à la participation de leur président local. Tous les autres activistes s'activent dans les circonscriptions où justement c'est Jobbik qui a son candidat. Et du coup, mais bon, cela dit, Jobbik, c'est scindé en deux aussi. Donc c'est un ancien parti d'extrême droite, effectivement. C'est pas évident de s'allier avec eux, mais ils ont fait leur mue. Ils ont les plus radicaux d'entre eux, les plus fachos, ont quitté le parti et ont fondé leur propre parti d'extrême droite. Bon, effectivement, c'est pas toujours aisé de les voir comme alliés, mais bon, ils sont maintenant sur une plateforme, comment dire, chrétien-social. Et dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent, il n'y a rien à redire. Et même pour je ne sais pas si je dois entrer dans tous ces détails-là. Par exemple, quand on a élaboré ensemble le programme commun de l'opposition, en particulier le chapitre sur l'éducation, ça, c'est pas du terrain, là, du coup, dont je parle, mais le programme, ben, ils étaient d'accord même pour qu'on milite explicitement pour l'intégration des élèves tziganes. Moi, comment dire, c'est très important pour moi en tant que sociologue, en tant qu'homme politique. Je travaille là-dessus depuis des décennies. Donc voilà, donc ils étaient d'accord pour la déségrégation des enfants tziganes et qu'on le mette explicitement dans le programme. Bon, après, ils ont un peu pris la défense de l'école privées, c'est-à-dire les écoles catho, etc. Mais bon, ça va, pour un parti de droite modéré, bon, ça passe. Donc voilà pour Jobbik. Ok. Avant peut-être Corentin nous parle d'une petite ville pas très loin de Budapest qu'il connaît bien, Visegrad. Il serait peut-être utile, Peter, de dire un mot des rapports de force et peut-être aussi de l'état de l'opinion publique en Hongrie. Oui, je pense qu'on peut parler d'une élection libre, mais cette élection ne sera pas fair. Alors même si le parti Fidesz a gagné cette élection, c'est dans une carte complètement unfair parce que, comme aussi Corentin l'a abordé, la propagande du gouvernement, la propagande du parti est financée aussi par le gouvernement. Alors, ce n'est pas un jeu entre égaux. Mais c'est une situation intéressante que l'opposition peut gagner cette élection, c'est-à-dire la Hongrie peut-être peut suivre les exemples de la Slovaquie ou de la Croatie pour devenir un pays démocratique par la voie des élections, parce que si ça ne passe pas, il n'y a pas autre voie que la révolution, je ne sais pas. Et c'est pourquoi c'était pour moi une solution très importante et naturellement tactique pour l'opposition de s'unir. Et pour moi, le Jobbik, c'est un parti de droite modéré, alors je n'ai pas de problème avec le Jobbik. Et c'est aussi intéressant que le candidat commun de cette opposition unie est aussi un politicien plutôt à droite qu'à la gauche. Alors, Peter Marty, qui peut peut-être s'adresser aux électeurs du Fidesz, mais un peu critique avec le régime. En ce qui concerne les opinions,
je viens de lire le sondage ultime qui a été fait par l'Institut Médian, qui est un institut assez reconnu et indépendant, objectif. Et là, le Fidesz est à 50% et l'opposition 48%. Alors, c'est vraiment une élection coup à coup. Alors, tout est possible. Mais le problème qu'il y a des électeurs, ce n'est pas un problème naturellement en général, mais en concret, c'est un problème qu'il y a des électeurs entre les minorités hongroises en Roumanie et en Serbie. Et les votes, c'est approximativement peut-être 300 000 électeurs qui votent en Roumanie ou en Serbie. Et cette élection se déroule sans aucun contrôle. Alors, c'est-à-dire, ça peut être plus 3, 4, 5% pour le parti Fidesz. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une élection peut-être libre dans un point de vue juridique, mais ce n'est pas une élection fair. Mais l'opposition a succédé de s'unir et c'est la condition tactique pour vaincre M. Orbán. Mais dans cette situation médiatique et économique où tous les médias, ou presque tous les médias, toutes les institutions de l'État, etc., sont sous la contrôle de Fidesz, ce n'est pas un terrain facile pour l'opposition de gagner cette élection. Mais je pense que c'est un espoir, ou pour moi, c'est un espoir que l'élection peut être une élection coude à coude entre l'opposition et les gouvernements, parce que ça signifie qu'au moins la moitié de la société hongroise restait un peu critique envers le gouvernement. Merci. Alors, je précise pour nos auditeurs que j'ai bien vu les questions, que nous les poserons à l'issue de notre temps d'échange d'ici une petite quarantaine de minutes. Je les garde à l'esprit et nous y reviendrons. Peter, peut-être aussi un élément sur lequel insister, c'est que le système électoral aussi est assez défavorable à l'opposition, est assez favorable pour le coup à la majorité. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Naturellement, c'est aussi la raison pourquoi l'opposition se candidate avec une liste commune, parce que naturellement, c'est la condition seule pour battre le Fidesz, parce qu'il y a une tour, alors il n'y a pas un second tour, et même la majorité des mandats peut être gagnée dans ces circonscriptions. Alors, c'est-à-dire l'opposition est obligée de se candidater avec un candidat dans toutes les circonscriptions. Et naturellement, c'est un peu difficile pour une opposition ainsi hétérogène comme l'hongroise. Et c'est aussi un changement par rapport au système électoral, par l'ex-système électoral, parce qu'il n'y a pas un second tour, et aussi les votes de la minorité hongroise, de la Serbie et de la Roumanie coûtent aussi pour le Fidesz, parce que les élections se déroulent sans aucun contrôle dans ces pays. Alors, c'est-à-dire que l'opposition peut gagner l'élection s'il gagne avec une majorité de 3 ou 4%. Alors, ça, c'est vraiment une tâche difficile pour l'opposition, parce que même avec 51%, l'opposition n'aura pas une majorité dans le Parlement. Gabor, tu voulais oui, si je peux compléter juste pour être encore plus précis. Donc, par exemple, les circonscriptions où l'opposition est majoritaire ont un nombre de votants plus élevé. Et là où c'est la droite qui est majoritaire, c'est des circonscriptions plus restreintes. Ce qui fait que, et c'est pour ça qu'il faut que l'opposition ait au moins 3-4% de plus que Fidesz pour retourner la majorité. Et aussi ce que disait Peter, c'est vrai, mais je compléterai par le fait que les Hongrois, par exemple les étudiants ou ceux qui travaillent dans les pays occidentaux, eux, ils ont beaucoup plus de difficultés à voter. Donc ce
qu'on appelle les Magyars d'outre-frontière, donc en Transylvanie, etc., effectivement, ils peuvent voter très facilement et il y a même des fraudes massives, en fait. Ils peuvent voter par courrier, non contrôlé, etc. Mais que les autres centaines de milliers de Hongrois qui travaillent en Allemagne, en France, en Angleterre, etc., eux, ils ne peuvent voter que dans les ambassades et les consulats et ils doivent faire des voyages parfois de plusieurs centaines de kilomètres pour aller à l'ambassade, ensuite faire la queue pendant des heures et des heures. Et eux, ils ne peuvent pas voter par correspondance. Donc, il y a tout. Et ensuite, bon, le démantèlement de la démocratie, ça se reflète très concrètement aussi dans le processus électoral. Hein. C'est que toutes les instances supposées indépendantes sont contrôlées par Fidesz. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir comment dire, une contestation au niveau du processus électoral, ce sera la commission électorale nationale dominée par Fidesz ou alors un tribunal, le tribunal suprême ou la cour constitutionnelle dominée par Fidesz et ainsi de suite qui va décider, qui va décider les différends. Et donc, à chaque fois et systématiquement, c'est un mandat par-ci, un mandat par-là, 3 mandats par-ci, 3 mandats par-là. Donc, à force d'accumuler comme ça les petites tricheries, ils vont finir par gagner, même s'ils perdent en termes de voix. Donc, c'est pour ça qu'on devrait l'emporter de façon très massive pour vraiment avoir une majorité au Parlement. Alors, Corentin, un autre regard au terrain peut-être, non pas à Budapest, mais un petit peu à l'extérieur, quelques éléments peut-être aussi de contexte et de terrain. Oui, bon, pour revenir à ce qui t'a dit, certes, oui, on a déjà dit que le Fidesz vraiment a la main sur la propagande, sur la communication, sur l'appareil d'État. Donc les élections qui viennent vont être inéquitables comme celles de 2014 et 2018. Il y a quand même, il y a eu un mouvement quand même citoyen assez fort de l'opposition pour essayer de recruter des observateurs et cette année, pour la première fois, ils vont quand même avoir des observateurs dans chaque bureau de vote, ce qui est quand même très important. Parce qu'en effet, on considère que il y a des calculs qui ont été faits par l'ONG, par exemple, Unhack Democracy, qui montrent que les élections de 2018 n'ont pas été volées par le Fidesz, mais par contre, sa super majorité des 2/3 du Parlement, oui. C'est-à-dire que sans l'accumulation des fraudes, le Fidesz aurait dû gouverner sans les 2/3, ce qui fait une différence majeure. Corentin, peut-être un mot sur les 2/3. En quoi est-ce que c'est important ? La majorité de tiers, disons, pour le dire vite, elle permet de gouverner avec les mains libres, elle permet de retoucher la Constitution, de mettre en place des lois qui ne pourront être défaites qu'avec la même majorité de 2/3 du Parlement. Donc c'est vraiment avec cette majorité des 2/3 que le Fidesz a vraiment pu consolider son pouvoir. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, notamment, j'ai tendance toujours à me balader dans les régions très pro-Fidesz, donc c'est-à-dire la courbe du Danube, le nord-est du pays, voilà, où il y a les calvinistes qui sont plus conservateurs encore, dans le Niercheg par exemple. On voit que les gens sont mal informés, qu'il y a un biais d'information qui est énorme, mais il y a quand même aussi le fait que beaucoup de gens ont quand même profité d'une certaine embellie économique ces dernières années. Et beaucoup de gens dans le pays vont aller voter en se disant que leur situation personnelle s'est améliorée ces 5 ou 7 dernières années. Et la force du gouvernement, c'est de pouvoir. Son slogan, c'est la Hongrie va de l'avant. Et le sous-slogan, c'est « et pas en arrière ». Évidemment, le « et pas en arrière », il est parfaitement stupide si on ne comprend pas de quoi il s'agit, parce que si on va de l'avant, on ne va pas en arrière. Mais ça veut dire on ne retourne pas en arrière au sens où on ne revient pas à l'ère d'Urchan et à l'ère des sociolibéraux qui s'était achevée de façon catastrophique avec une crise économique, la crise des subprimes en 2008-2009, qui avait vraiment endetté le pays depuis le sommet de l'État jusqu'au foyer hongrois, qui avait souscrit à des prêts en francs suisses. Il y avait une terrible récession, une politique d'austérité qui avait été mise en place à la fin des gouvernements de gauche et ensuite perpétuée par le Fidesz, hein, bien sûr. Mais voilà, le narratif du gouvernement est de toujours comparer la situation aujourd'hui
avec celle au moment où il a pris le pouvoir en 2010, qui étaient les années les plus terribles de la crise économique. Donc forcément, la situation aujourd'hui est bien meilleure. Et voilà, la force du gouvernement, c'est de pouvoir dire, si vous voulez préserver les acquis sociaux, je mets entre guillemets, de ces dernières années, il faut voter pour nous, sinon vous allez tout perdre, vous allez perdre les allocations familiales, vous allez perdre les réductions de tarifs sur l'énergie, et on va revenir à la période social-libérale, mais en fait qui était surtout la période de crise économique. Donc ça, c'est quand même un argument de poids pour le Fidesz. Alors évidemment, des gens de l'opposition vont expliquer que certes, il y a une réduction du prix du gaz et que c'est bien d'aider les gens à payer, voilà, qui ont des petits salaires notamment. C'est difficile de payer l'énergie en hiver quand on a un petit salaire. Sauf que évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer que cette politique s'est aussi fait au détriment d'investissement de long terme, par exemple, sur l'isolation thermique des foyers. Et en Hongrie, la plupart des habitations sont des passoires thermiques. Donc voilà, le Fidesz met vraiment des sous dans la poche des gens avant les élections en supprimant, en faisant des ristournes fiscales importantes, c'est-à-dire que voilà, tous les foyers hongrois aujourd'hui reçoivent l'équivalent d'un ou deux salaires de ristournes fiscales dans la poche au mois de février. Les moins de 25 ans sont exemptés d'impôt sur le revenu. Les retraités ont touché un 13e mois de retraite dont ils pensent qu'il sera permanent et automatique, ce qui n'est pas le cas. C'est plus fin que ça, mais c'est pour ça que voilà, dans les semaines qui ont précédé l'élection, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, qui vont avoir cette raison d'aller voter pour le Fidesz. C'est pas seulement des raisons idéologiques. Gabor, un complément peut-être? Peut-être juste pour revenir à ce que je disais au début par rapport aux déterminants du vote. Et oui, Corentin a raison d'une part, mais d'autre part, je pense que le fait, donc ce que je disais, c'est que le vote devient de plus en plus culturel et pas économique. Quand il parlait à juste titre du fait que les jeunes ont été exemptés de payer l'impôt sur le revenu, donc les moins de 25 ans. Il y a un contraste entre ce fait et le fait que 2/3 des jeunes sont partisans de l'opposition. Donc, ça pourrait vouloir dire que les gens ne votent pas en fonction de de questions de pouvoir d'achat, mais en fonction justement de leur manière de voir le monde. Et que c'est pour ça que les jeunes citadins, même si le gouvernement essaie de leur remplir les poches, ils vont très massivement voter contre Fidesz parce que, bon, un gouvernement d'extrême droite vraiment fascisant, ça ne correspond pas du tout à leur manière d'être et de voir le monde. Et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement essaie de les empêcher de voter quand il s'agit de jeunes travaillants ou étudiants dans les pays occidentaux. Donc voilà, je pense que entre les perdants et les gagnants de la mondialisation, il y a ce même fossé, le même 50-50 qu'un peu partout à travers le monde ou à travers le monde occidental, et que ça va se décider à quelques mandats près, finalement. Effectivement, malgré cette redistribution massive des revenus. Parce qu'il faut, pardon, juste un truc encore, c'est que bon, le gouvernement a beau, comment dire, mettre de l'argent dans la poche des gens, mais bon, ils ont fixé le prix de 5 produits alimentaires, les 50 000 autres montent, l'inflation on a une inflation record, et par exemple les profs qui ont fait grève ces dernières semaines, ben pareil, les profs ils sont les moins bien payés, même au niveau régional, donc c'est-à-dire quand on compare à la Pologne ou Tchéquie et Slovaquie, ils sont moins bien payés.
Donc, toute une série de professions et notamment de fonctionnaires, mais pas seulement, sont très, très mal payés parce qu'on a eu 12 années de politique, non seulement de politique facho, excusez-moi pour le terme, mais aussi de politique néolibérale. Et ça, il faut le dire aussi. Donc, Orban essaie de compenser ça depuis quelques mois, mais bon, les salaires des profs ou les salaires des infirmières sont ce qu'ils sont. Hein. Ils sont très, très bas. Pardon. Merci pour ces compléments. On comprend quand même à vous écouter que pour toutes ces raisons, Viktor Orban est quand même assez solide et que ce sera quand même compliqué de le déloger. Peter, peut-être, est-ce que un petit mot peut-être sur le candidat de l'opposition unie et son profil. Est-ce qu'il est en mesure de tenir la dragée haute à Viktor Orban? Est-ce que finalement l'opposition qu'il incarne est crédible? Oui, c'est le candidat, c'est Peter Markizoy. Il a une mère d'une petite ville proche de la frontière serbo-hongroise, Udmezővásárhely. Et quand il a gagné l'élection pour être maire il y a 4 ans, c'était aussi un grand événement parce que cette ville était toujours considérée comme une faubourg ou comme une capitale du parti Fidesz. C'était toujours un lieu très à droite, très chrétien, conservateur, etc. Et ça montre aussi que je pense qu'un candidat comme Peter Markizoy, qui est plutôt de droite, de conservateur, a plus de chances de vaincre M. Orban qu'un autre candidat de gauche. Parce que naturellement, Korács, Dobrev, alors les candidats des partis de gauche peuvent gagner le terrain à Budapest, mais pas dans la campagne. Et c'est pourquoi, par exemple, moi, j'ai voté pour Peter Markizoy même dans les primaires, d'abord à parler parce qu'il y avait une primaire entre les candidats d'opposition qui devrait être le candidat commun de l'opposition. Et Peter Markizoy est un candidat un peu outsider, sans aucune parti. Alors, il n'a pas une parti, il n'a pas une affiliation avec une parti. Même le Jobbik, qui est un peu une parti de droite modérée, a quelques problèmes avec lui. Mais je pense que c'est aussi le sex appeal de Peter Markizoy qu'il est contre l'élite. Naturellement, c'est un peu un populisme dont il fait l'usage, mais c'est aussi un argument pour les électeurs qui ne sont pas d'accord avec, par exemple, le Gyurcsány dont Corentin a parlé. Parce que Peter Markizoy a déclaré plusieurs fois qu'il était aussi contre Gyurcsány et contre les gouvernements sociolibéraux. Alors, pour les électeurs de Fidesz, pour les électeurs conservateurs, Peter Markizoy incarne une alternative crédible parce qu'il était jadis même un électeur du parti Fidesz. Il est un catholique pratiquant. Il a un père de 7 enfants. Alors, il incarne un peu un modèle chrétien catholique. Il soutient aussi parfois des idées un peu conservatrices, peut-être pour Gabor, parfois plus conservatrices. Mais pour moi, c'est l'alternative pour la campagne et c'est pourquoi je pense que s'il y a une chance pour l'opposition, c'est avec Peter Markizoy. Et je sais qu'il y avait aussi des critiques envers lui, pas seulement de la gouvernement, parce que naturellement pour le gouvernement, Peter Markizoy est le candidat des communistes, je ne sais pas, mais même entre les intellectuels gauchistes libéraux, il y avait beaucoup qui critiquent le style, les argumentations de Peter Markizoy. Par exemple, Peter Markizoy va accuser le fils de M. Orban, accusé entre guillemets, le fils de M. Orban d'être gay, etc. Et ces argumentations, ce style était interprété comme une sorte
du populisme de droite. Et pour moi, je pense que ce n'est pas un populisme de droite, c'est naturellement cette méthodologie populiste parce que sans avoir des médias, sans avoir accès aux médias, Peter Marchiori doivent utiliser ces outils populistes, mais pas pour faire une campagne contre les homosexuels, mais même en accusant le fils de M. Orban d'être un gay, ce n'était pas contre les gays, mais c'était contre l'hypocrisie du Fidesz pour montrer aux électeurs de Fidesz que le parti Fidesz n'est pas un parti vraiment de droite. Ce n'est pas un parti de droite comme le PiS en Pologne ou le parti de Janez Janša en Slovénie. C'est plutôt un parti d'un clan mafieux qui se servent aussi parfois de l'idéologie chrétienne ou de droite, etc. Mais ce n'est pas une partie idéologique et c'est pourquoi même les électeurs chrétiens catholiques de droite peuvent voter pour Peter Marchiori, mais naturellement, sa chance est limitée à cause de la propagande menée contre lui. Corentin, des éléments de complément peut-être? Hier soir, j'étais à un forum citoyen, un forum de rue dans le 9e arrondissement, donc pas très loin de chez moi, dans un quartier HLM, un peu en périphérie de la ville. C'était un forum avec András Jambor, qui est véritablement de gauche, hein, qui est d'une gauche un peu, même qu'on voit même plus beaucoup en France. Hein. Il faisait campagne avec Anna Donat, qui est une eurodéputée de Momentum, qui est donc plus libérale, mais je dirais à tendance social-démocrate. Il y avait et donc j'ai interrogé la quarantaine de personnes du quartier qui étaient venues pour interpeller, pour discuter avec les candidats, donc des gens vraiment de tous horizons et surtout qui étaient solidement ancrés à gauche. Bon, qui sont objectivement très mal à l'aise avec la campagne menée par Peter Marchiori, hein, qui, comme disait Peter, utilise un double discours dans un grand écart pour tenir à la fois la gauche et pouvoir essayer d'aller capter les déçus Fidesz à droite, qui a un discours à double entrée où il parle beaucoup des homosexuels, des migrants, dans l'objectif de dénoncer l'hypocrisie du Fidesz sur ces thématiques, mais il n'en reste pas moins qu'il parle beaucoup de ces thématiques et la gauche n'est pas toujours à l'aise avec ça, ni avec son style populiste. Peter Marchiori pense, et l'opposition pense qu'avoir un tel candidat avec ce profil peut être une chance pour elle pour l'emporter, parce qu'elle peut capter des gens de droite. Moi, j'avoue que des gens de droite ou des déçus du Fidesz, j'en ai pas beaucoup rencontré. Je crois pas qu'il y ait l'espace pour un nouveau parti de droite en Hongrie. Je pense que les gens qui sont déçus du Fidesz vont voter pour l'opposition quoi qu'il arrive. J'ai pas l'impression que l'opposition va marquer vraiment des points à droite. Hein. D'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés hier, par exemple Anna Donat, elle pense que depuis le début, la stratégie de Marchiori d'essayer d'aller chasser sur les terres de droite est vouée à l'échec. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on voit que même avec 6 partis réunis tous ensemble, l'opposition fait au mieux jeu égal avec le Fidesz et au pire va encore connaître une nouvelle déroute dimanche. Alors peut-être que justement, il faut dire un mot de l'opposition et on a évoqué quelques partis, quelques figures, mais est-ce qu'on pourrait expliciter un peu voilà, de comment elle se compose et quelles sont ses sensibilités? Est-ce que l'un d'entre vous pourrait en dire quelques mots? C'est une question à moi? Oui, allez-y. Pour compléter ce que Corentin l'a dit naturellement, à Budapest, le style de Marchiori n'est pas vu avec sympathie, mais Budapest est un terrain gagné pour l'opposition. Alors, je pense que toutes les circonscriptions, sauf peut-être une circonscription à Buda, sera gagnée par l'opposition. Alors, c'était de la stratégie de Marchiori de s'adresser aux électeurs dans la campagne. Peut-être ça ne fonctionne pas, mais je ne pense pas qu'un candidat ou une candidate de gauche ou une candidate libérale
pourrait mieux s'adresser aux électeurs dans la campagne. Alors, naturellement, c'est une chance pour l'opposition. Peut-être Marc Isaïe l'a raté, mais je pense que les autres candidats l'auraient aussi raté alors, à la campagne. Pour les partis, oui, il y a 6 partis dans cette opposition qui est complètement hétérogène. Même si la majorité des partis sont à gauche ou libéral, alors sauf le Jobbik, tous les autres 5 partis d'opposition ne sont pas très différents. Alors les socialistes, alors les partis post-communistes, on pourrait dire, même si les politiciens du Parti socialiste n'ont rien à voir avec le parti ex-communiste, mais officiellement, c'est le parti post-communiste. Là, il y a aussi la coalition démocratique dirigée par Ferenc Gyurcsány, qui était membre du Parti socialiste, qui était Premier ministre dans la Hongrie et qui est le monstre pour les électeurs du Fidesz. Naturellement, cette partie coalition démocratique est une partie très bien organisée, mais à cause du nom Gyurcsány, il n'aura pas de chance de gagner une élection seulement. Peut-être seulement il pourra avoir 20%, mais pas plus. Mais c'est une partie vraiment bien organisée. Je ne sais pas, peut-être d'avoir d'autres opinions, mais c'est mon image de cette partie, que c'est une partie vraiment très, très bien organisée. C'est une partie libérale gauche, alors pas vraiment à gauche avec une politique économiquement plutôt libérale, mais avec une politique sociale et culturelle à gauche. Il y a aussi le Momentum dont le chef est Anna Donat. Le Momentum était fondé comme une partie de la jeunesse. Naturellement, c'est un parti générationnel et pas un parti idéologique. Idéologiquement, c'est un parti libéral avec les ailes de gauche et les ailes de droite. Aussi, Donat elle-même appartient plutôt à l'aile de gauche. Alors, elle est plutôt un politicien de gauche libéral. Le Momentum, naturellement, est plutôt fort dans les cités et surtout à Budapest. Il y a aussi le parti de Gabor, le parti de dialogue. C'est une partie typiquement vers gauche, comme tous les autres partis vers en Europe. Alors, parce qu'en Hongrie, il y a 2 partis de Verts, le parti de Gabor, il y a aussi un autre parti de Verts, mais pour moi, le LMP, c'est plutôt un peu conservateur, c'est une formation un peu intéressante, je voudrais dire un peu bizarre, mais c'est la situation qu'en Hongrie, il y a 2 petits partis de Verts, alors le dialogue et le LMP. Alors, ce sont les 5 partis qui sont à gauche. Et là, il y a aussi le Jobbik, parce que sans le Jobbik, l'opposition n'a aucune chance de gagner cette élection. Et le Jobbik était fondé comme un parti d'extrême droite, c'est pas de question. Il était un parti antisémite, anti-tzigane, anti-homophobe. Il était vraiment un parti fasciste. Mais la Jobbik a réussi de se débarrasser de ces éléments de facho. Alors pour moi, le Jobbik aujourd'hui, c'est un peu une partie de droite populaire. C'est pas parce que je pense que le Jobbik est un peu populaire dans la campagne entre les gens plutôt défavorisés. Alors c'est une partie de droite populaire peut-être comparable avec le Movimento 5 Stelle en Italie. Alors avec un programme culturellement à droite, mais économiquement à gauche. Mais pour l'instant, le Jobbik n'est plus un parti fasciste, parce que tous les éléments fachos laissaient le parti et ils ont fondé un nouveau parti et qui se candidat avec une liste seule, c'est le Mi-Özánk, notre patrie. Alors, c'est l'opposition, c'est très hétérogène, mais c'est aussi l'exemple de Slovaquie ou de la Croatie, comment se débarrasser d'un régime autoritaire, parce que même contre Mečia ou Tudjman, les partis d'opposition croates et slovaques
ont dû s'unir. Et même en Slovaquie, en Croatie, il y avait des partis cléricaux, libéraux, socialistes, post-communistes, des minorités, etc. Alors, c'est une situation un peu difficile, même pour les électeurs en Hongrie, mais je pense que les électeurs comprennent que c'est une condition tactique pour vaincre Orbán et pour établir peut-être un nouveau système électoral où les partis ainsi hétérogènes ne sont pas forcés de s'unir dans une liste comme le cas aujourd'hui. Je crois que Gabor voulait réagir. Oui, non, mais juste brièvement, donc effectivement, c'est une coalition très hétéroclite. D'ailleurs, pour montrer mon identité, j'ai mis mon pins du parti Dialogue. Donc, on est un parti pro revenu universel de base, donc comme Benoît Hamon à l'époque. Donc, voilà, on est à la fois assez marqué à gauche et écolo. Et puis, un autre parti écologiste et ainsi de suite. Et entre les deux partis post-ex-communiste, effectivement, il y a aussi des nuances mais bon, les socialistes, tout comme le parti du Gyurcsány, il faut savoir qu'ils siègent tous les deux au parti socialiste européen. Donc d'ailleurs, Klára Dobrev, la candidate de ce parti aux primaires, a été jusqu'à très récemment vice-présidente socialiste du Parlement européen. Ils font campagne, bon, très pro-européen, mais campagne pour plus particulièrement pour le salaire minimum européen, ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est une coalition à la fois très hétéroclite et plutôt quand même à gauche, avec un candidat au poste de Premier ministre qui, lui, se dit conservateur et de droite, mais à la fin du jour, enfin dimanche prochain, ce sera quand même, et c'est très clair pour tout le monde vraiment dans ce pays, quelles que soient les nuances, ce sera un choix entre maintenir Orbán et son régime à la fois néolibéral et facho au pouvoir, ou alors démanteler le régime autoritaire. Bon, je ne répète pas les adjectifs précédents, le régime autoritaire d'Orbán. Donc au-delà de toutes les nuances et de toutes les différences, ce sera ça le choix. Et là, pour le coup, c'est clair pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que les petits partis entre les deux n'ont, à mon avis, aucune chance d'entrer au Parlement, parce que finalement, 95% des gens vont voter soit pour un bloc, soit pour l'autre. Alors avant de prendre de commencer la série de questions qu'on avait prévues pour 19h30, hein, il y a déjà quelques interrogations qu'on va relever. Il y a effectivement dimanche prochain 3 scénarios possibles. Soit Viktor Orbán gagne l'élection et prolonge sa majorité des 2/3, soit il gagne l'élection sans majorité des 2/3, soit l'opposition remporte cette élection. Donc, est-ce que rapidement, chacun à votre tour, en quelques mots, vous pourriez vous prêter au jeu des pronostics? Qu'est-ce que vous envisagez pour dimanche prochain? Peut-être Gabor, pour commencer. Donc, comme je fais de la politique et je mène campagne activement, et que dans les jours qui viennent encore, parce qu'on n'est pas à la fin de la campagne, c'est juste la dernière ligne droite, je vais m'efforcer de convaincre un maximum de gens en faisant du porte-à-porte. Donc forcément, je ne vais pas dire autre chose que voilà, on va gagner. Et d'ailleurs, bon, c'est un optimisme modéré forcément, parce que les sondages ne sont pas très pas fameux, mais il faut savoir aussi qu'avant les élections municipales de 2019, on a eu des sondages encore plus défavorables, et on a réussi à faire mentir les sondages. Donc, je pense que ça pourrait et ça devrait être le cas cette fois-ci également. Et que voilà, j'espère, et je vais essayer encore les jours qui viennent y contribuer. Peter, peut-être votre point de vue, votre analyse? Même si je sais que l'exercice est quand même un peu compliqué
peut-être un peu vain, mais ça permet quand même de confronter un peu les points de vue. Si le Fidesz gagne cette élection avec une majorité de tiers, pour moi, ça signifie la fin de la démocratie hongroise parce que le Fidesz a une majorité pour changer la constitution et je pense que l'Orbán va se radicaliser et même dans la scène internationale parce que, comme je l'ai dit, Orbán n'a pas aucun allié que la Russie et la Serbie. Alors, c'était aussi peut-être la fin de la Hongrie dans l'Union européenne si Orbán gagne cette élection avec de Kiev. Si l'Orbán gagne l'élection avec une majorité simple, ça peut être une tâche difficile pour lui parce que la situation économique est catastrophale en Hongrie. On a abordé la période de Gyurcsány. La situation économique est pire aujourd'hui que pendant Gyurcsány, par exemple, quant à l'inflation, quant à la rapport entre forintée et euro, etc. La situation est vraiment catastrophique et je ne pense pas que l'Orbán peut continuer cette politique pseudo-sociale qu'il vient de faire pour gagner cette élection. Alors, ça peut être même une chance pour l'opposition si Orbán gagne cette élection avec une majorité simple. Et pour l'opposition, si l'opposition gagne cette élection avec une majorité simple, c'est la même situation pour l'opposition aussi. Alors, un pays dans une situation économiquement catastrophique. Et c'est aussi une question comment l'opposition peut gouverner le pays à cause des différences entre les partis. Peter Márki-Zay sera le premier ministre sans avoir un parti propre. Comment gouverner dans un gouvernement où le premier ministre est de droite et la majorité des partis sont et de la gauche. Alors, même l'opposition, une victoire sera une soirée bienvenue, peut-être dimanche, mais le lundi sera aussi un peu difficile. Mais je pense que cette guerre froide civile en Hongrie se continue et soit le Fidesz gagne, soit l'opposition gagne. Les autres camps peut-être ne l'accepteront pas les résultats. Alors, je peux m'imaginer que les supporters de Orbán vont manifester contre un résultat pro-opposition et même aussi les supporters de l'opposition unie vont aussi manifester contre une victoire de M. Orbán, surtout si la victoire est faite grâce au vote de la minorité hongroise, etc., et grâce à ces fraudes électorales. Alors, on peut dire que Hongrie va se trouver dans une situation de la guerre civile froide. Quentin, la Hongrie, elle a croisé des chemins. Moi, dimanche soir, j'espère faire la fête avec Gabor et les autres au Városliget. Bon, je pense que c'est pas le scénario le plus probable. Je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'à la tombée des résultats, ça va être peut-être une déception. Et ensuite, naturellement, il faudra que pour faire mon métier de journaliste, j'aille à la Balna où se réunira le Fidesz dans cette tendance particulière où voilà, le Fidesz qui est présenté comme un parti populaire, populiste, qui a pour cible d'électorat pour qui les gens qui subissent ces politiques néolibérales agressives vont voter en masse. Et à la Balna, ce que je verrai dimanche soir, c'est un défilé de très grosses voitures, de nouveaux riches, de gens qu'on voit rarement en fait dans la vie publique hongroise, autrement que ces soirs de victoire. Et comme disait Peter, moi
Je crains que si l'élection les résultats soient serrés, il y a des contestations importantes. L'opposition avait manifesté en masse, hein, il y a des dizaines de milliers de gens, peut-être même 100 000 personnes dans les 2 week-ends qui avaient suivi les élections 2018 pour exprimer sa colère et sa frustration face à une nouvelle défaite, mais aussi pour réclamer des médias neutres et un système électoral plus juste. En retour, si le Fidesz est battu, il y a une vraie interrogation sur la façon dont Viktor Orban va accepter ou non sa défaite. On sait que on se rappelle que pendant les événements du Capitole, aux États-Unis, les médias pro-Orban ont contesté la victoire de Joe Biden en laissant entendre que la victoire avait été volée. Et le Fidesz a mis longtemps avant d'admettre la défaite de Trump et à féliciter Biden. Alors, je ne crois pas qu'il va y avoir des événements de cette nature en Hongrie. Mais voilà, ça pose quand même la question de savoir si Viktor Orban, dont le parti considère que la nation ne peut pas être dans l'opposition, c'est-à-dire le Fidesz ne peut pas être dans l'opposition, voilà, est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le pouvoir? Peut-être que si, selon la très faible probabilité selon laquelle l'opposition l'emporte de façon suffisamment nette, le Fidesz serait prêt à laisser le pouvoir en se disant que la situation économique à venir est catastrophique à ce point que passer 4 ans dans l'opposition, ça peut peut-être pas faire de mal. Alors, merci pour ces éléments de contexte. On va ouvrir les questions. Alors, j'ai déjà quelques questions que je vais vous soumettre tout de suite. Donc, des questions d'abord sur l'invasion russe de l'Ukraine, notamment autour du fait que la position de la Hongrie rappelle quand même les événements de 56 et puis savoir comment les Hongrois se positionnent par rapport à ces événements de 56. Des questions aussi qui relèvent l'ambiguïté du positionnement d'Orban qui condamne l'invasion russe, qui vote le train de sanctions, mais qui refuse le transit d'armement et qui annonce quand même se ranger aux décisions de l'OTAN. Alors déjà un premier point là-dessus. Et puis un deuxième axe sur le programme de Peter Markizai concernant les migrants et les homosexuels notamment par rapport à ces populations un peu stigmatisées en Hongrie. Quel est son positionnement exact? Alors peut-être que... Alors qui souhaite répondre peut-être sur la question de la guerre en Ukraine? Je veux bien, on en a déjà parlé au tout début, mais peut-être ça vaut le coup d'ajouter que l'électorat de droite, justement, est divisé là-dessus. Donc, l'électorat de droite, comme l'électorat en général, est traditionnellement, effectivement, anti-russe, hein, si j'ose dire, hein, parce que, bon, les Russes, déjà au 19e siècle, ont prêté main forte aux Habsbourg pour mater la Révolution et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il n'y a pas eu que 56 et ça fait déjà près de 2 siècles que les Russes viennent à chaque fois et répriment les révolutions hongroises dans le sang. Donc les électeurs de droite ont cette mémoire historique, mais en même temps, Orban les a habitués à cette amitié récente, mais très marquée avec Poutine. Et donc, ils sont divisés. Donc, je pense qu'effectivement, on aurait peut-être pu en profiter davantage de cette division de l'électorat de droite, nous, l'opposition, pour pointer les contradictions. Bon, on a essayé de le faire. Et tout ça pour dire que peut-être que finalement, ça va quand même les déstabiliser au moment du vote. Et là encore, depuis hier, on sait que le ministère des Affaires étrangères hongrois a été piraté depuis des années par des hackers, hein, comment on dit, hackers russes du régime de Poutine et que le ministère, c'est-à-dire le gouvernement d'Orban, n'a pratiquement rien fait contre. Donc, ça montre, ça met à jour cette espèce de soumission du régime d'Orban à Poutine et du coup une position de vassal par rapport à un criminel de guerre qui est Poutine. Ce n'est pas une position très confortable pour Orban.
Et si on ajoute ça à effectivement cette mémoire historique qui fait que les Hongrois sont quand même pas aussi hostiles que les Polonais, mais quand même plutôt hostiles aux soviéto-russes, ça peut finalement avoir son effet qu'on ne mesure pas encore dans les sondages, mais qui peut avoir son effet lors du vote dimanche prochain. Peut-être Peter sur Peter Markizai et sa politique vis-à-vis notamment des migrants ou des homosexuels qui sont, comme je le disais, ciblés par le régime d'Orban. Et comme je l'ai dit, Peter Markizai est un politicien de droite, de conservateur modéré. Il est aussi catholique. Alors, personnellement, il a peut-être une opinion plutôt conservatrice sur les questions des gays, mais il est un catholique libéral. Alors, même en France ou en Italie, il y a cette notion, le catholicisme libéral. En Hongrie, c'est un peu un phénomène nouveau. Alors, Peter Markizai a dit qu'il est peut-être personnellement contre le mariage homosexuel, mais comme politicien, comme Premier ministre, il ne veut pas soumettre le pays au dogme de l'Église catholique. Alors, pour Peter Markizai, il y a cette division. Alors, je pense qu'il est un politicien peut-être même laïciste, mais séculaire, avec un background catholique, mais lui est complètement favorable aux droits des homosexuels et même à la question de la migration. La raison pourquoi il a thématisé, il a abordé ces questions, c'est pour montrer l'hypocrisie du parti de Fidesz. Et Corentin, également, c'est une question qui revient, qui a été abordée, la question des fraudes. Est-ce que des fraudes sont envisageables et possibles? Et puis une question annexe qui va te concerner aussi directement, et je pense que tu seras tout à fait capable de répondre. Est-ce qu'il y a un parti communiste en Hongrie? Il y a un parti communiste en Hongrie qui est tout petit, dont Joël Le Pavou et moi-même sommes allés rencontrer près de Ózd, dans le nord-est du pays, le dernier maire communiste du pays. En effet, c'est quelque chose qu'on raconte dans un chapitre du livre collectif que j'ai dirigé, La Hongrie sous Orban. Donc, je fais un petit peu de promotion au passage. Mais voilà, c'est très, très, très marginal comme parti. Et l'autre question sur les fraudes, on a parlé aussi, oui, bien sûr, il y a un risque important de fraude qui ne sera peut-être pas systémique, mais une accumulation de petites fraudes bien organisées peut faire balancer des circonscriptions et au final la victoire. Alors, les fraudes, on parle de quoi? On parle d'électeurs qu'on va emmener voter en estafette le matin en disant qu'il y a à manger sur place, qu'il y a un pot organisé par le maire. Parfois, on met un billet de 5000 forints dans la poche des gens, ça peut arriver aussi. Il y a aussi tous ces travailleurs qui sont incorporés dans le programme d'emploi public qui voilà, contre des menus travaux, par exemple d'entretien de la voirie ou de jardinage, touchent la moitié du salaire minimum et qui, eux, sont quand même à la merci du maire qui quand même a un pouvoir d'influence important sur eux. Donc ça, on est plus dans le clientélisme. Voilà, donc il y a beaucoup d'observateurs qui vont être déplacés pour vérifier que le scrutin se passe pas trop mal. Alors, Gabor, puis Peter. Oui, juste sur la question de la fraude, deux choses. En fait, la fraude a déjà eu lieu. Donc, un exemple précis ou deux exemples précis qui font, en fait, voilà, deux mandats qui nous ont déjà été volés. C'est que des minorités ethniques, qu'on appelle ainsi en Hongrie, ont le droit de constituer leur liste électorale et en fonction c'est un calcul compliqué, mais en gros, les minorités les plus nombreuses, dont les Roms, les Tziganes et les Allemands, peuvent avoir leurs représentants élus au Parlement s'ils obtiennent suffisamment de voix. Et les Allemands, ça a déjà été le cas la dernière fois.
Et cette année, pareil, ils ont, sous pression du gouvernement, élu comme tête de liste pour leur liste allemande de la minorité germanophone de Hongrie, un député qui était un député fidèle pro-Orban sous la législature qui vient de se terminer. Et ça, c'est un mandat qui nous a déjà été volé, si vous voulez. Et un deuxième mandat, là, c'est encore plus flagrant, c'est la minorité tzigane qui, elle, a constitué une liste avec tête de liste un leader anti-Orban. Et cette élection, de manière, oui, je pense, frauduleuse, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc, ça a enlevé un mandat, en fait, à la coalition anti-Orban. Donc, c'est comme ça qu'ils grignotent déjà, dès avant l'élection, ils grignotent comme ça des mandats. Et c'est comme ça que fonctionne, en fait, un régime qu'on dit hybride, mais qui est un régime autocratique, voilà, qui n'est pas prêt d'abandonner le pouvoir, quoi. Peter, un complément? Non, pour la question s'il y a un parti communiste en Hongrie, oui, ce parti qui s'appelle le Parti des travailleurs, c'est un parti communiste, mais pas dans un sens européen, c'est un parti un peu autoritaire pro-russe et mène une politique conservatrice pour les thèmes culturels, sociaux, par exemple, anti-gay, etc. Mais il y a un mouvement nouveau d'extrême gauche, c'est le Sikra L'étincelle, c'est le mouvement L'étincelle, qui n'est pas une partie, mais qui fait part de cette coalition hétérogène de l'opposition et dont le candidat András Jábor est le candidat de l'opposition unie dans l'arrondissement 8e et peut-être, oui, c'est l'arrondissement 8e à Budapest. Alors, il y a un mouvement d'extrême gauche aussi qui est un nouveau phénomène en Hongrie parce que même les socialistes n'étaient pas vraiment un parti de gauche, mais peut-être entre les jeunes, il y a une nouvelle renaissance d'une pensée plutôt à gauche qu'à droite. Alors, on nous demande aussi dans quelle mesure Orban pourrait récupérer, enfin obtenir une nouvelle fois cette majorité des 2/3. C'est évidemment difficile à dire. Vous avez évoqué les conséquences que cela aurait, mais je crois qu'il y a un sondage qui est sorti tout récemment qui laisse entendre qu'effectivement les choses sont particulièrement serrées. Vous l'avez, je crois, rapidement évoqué. Je pense que arithmétiquement, enfin, c'est quasi impossible qu'il renouvelle une majorité de 2/3 du moment où les deux blocs se font face, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. L'opposition n'est plus émiettée, mais unie. Donc, une majorité des 2/3, ça risque pas, mais même une majorité simple avec tous les contre-pouvoirs soit démantelés, soit soumis à Orban, toutes les institutions censées être indépendantes au bout de ce régime mafieux. C'est pas beaucoup mieux. Voilà, je pense. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour de celles qui avaient été jusqu'ici posées. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions supplémentaires que nous pourrions soumettre à nos invités? En attendant que peut-être une ou deux questions arrivent, je peux revenir sur une question qui a été posée sur le positionnement d'Orban et ce qui finalement est reproché à Viktor Orban sur la question ukrainienne. Oui, certes, Orban s'est rangé derrière les sanctions européennes, le premier paquet de sanctions pris il y a environ 3 semaines. Il a permis à l'OTAN d'utiliser le territoire hongrois. Ce qui a marqué sa différence, c'est de ne pas laisser transiter d'armes et ne pas fournir d'armes
à l'Ukraine. Donc voilà, je veux dire, sur le plan des alliances, bon, il fait quand même preuve d'une certaine loyauté. De toute façon, il n'a absolument pas le choix. La question, c'est surtout sur le plan intérieur, l'utilisation qui est faite de la crise ukrainienne et à des fins électoralistes et qui est vraiment basée sur un mensonge éhonté, c'est-à-dire d'imposer par une propagande implacable l'idée selon laquelle l'opposition est pro-guerre et veut envoyer des soldats hongrois et des Hongrois mourir dans la guerre ukrainienne. Donc là, il y a quand même un problème très, très important. Et enfin, il est vrai qu'il y a un discours qu'on n'entend pas, qui ne déborde pas les frontières de Hongrie, mais le discours domestique véhiculé par les politiciens du Fidesz et les médias font plus que renvoyer dos à dos l'Ukraine et la Russie. Il suffit de parler aux électeurs du Fidesz pour prendre conscience que beaucoup d'entre eux considèrent que les responsables de la guerre sont Zelensky, qui est un irresponsable et un fou qui est incapable de protéger son peuple, et font porter la responsabilité aux États-Unis avant toute chose. Donc il y a vraiment c'est cet anti-occidentalisme qui a toujours existé au sein de la droite hongroise, notamment pendant l'entre-deux-guerres, qui est vraiment revenu en force sur le devant de la scène et qui est exploité par Orban, qui s'est joué sur les blessures du passé en mode on ne peut pas croire l'Occident, ils nous ont laissé tomber en 1956, et ce qui est une contradiction terrible avec ce qui se passe en même temps en Ukraine. Mais voilà, c'est surtout ça que Zelensky reproche à Orban, et ce que les alliés européens d'Orban lui reprochent, c'est l'ambiguïté du discours et l'utilisation politique qui est faite de cette crise. Alors, d'autres questions sont arrivées pendant la réponse. Alors, je vais essayer de les regrouper pour qu'on puisse avoir des retours globaux. Alors, on pose d'abord la question de savoir quel est le positionnement des Hongrois par rapport à l'adhésion à l'Union européenne et par rapport aux valeurs de l'UE. Est-ce qu'ils adhèrent à l'Union européenne et ses valeurs de l'UE? C'est la première question. Autre question, le devenir de l'opposition. Si elle perd les élections du 3 avril, est-ce qu'elle réussira à se maintenir unie pendant ces 4 années? C'est effectivement un enjeu essentiel. Et puis, également, la possibilité, quel est l'enjeu du référendum sur les identités qui se déroulera en même temps que les législatives? L'Europe peut-être, parce que c'est très simple. Oui. Malgré, en dépit de cette série de campagnes d'affiches et de propagande de dénigrement de l'Union européenne, ces campagnes anti-Bruxelles, risibles pour nous, mais qui semblent être efficaces, eh bien, en dépit de cette série de campagnes anti-européennes, l'opinion publique hongroise continue d'être très majoritairement pro-européen. Donc ça, par exemple, la propagande n'y a presque rien changé. Peut-être que l'opinion de droite est plus divisée, à force d'entendre Orban critiquer ou même taper sur Bruxelles, mais ça reste c'est une opinion publique qui reste très pro-européen. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, sinon j'ai des réponses à tout. Mais c'est aussi une sorte de double pitch parce que ces campagnes anti-européennes se dirigent contre Bruxelles, alors contre la capitale Belgique ou je ne sais pas. Alors, ce n'est pas une campagne contre l'Union européenne directement parce que même le Fidesz sait que la majorité des Hongrois sont favorables à l'adhésion de l'Union européenne, mais je pense que la propagande du gouvernement peut faire tomber l'opinion. Alors, si le Fidesz veut sortir de l'Union européenne, il peut le faire sans aucun problème. Comme c'était le cas avec la Russie, parce que l'opinion hongroise n'était pas farouchement pro-russe. Et aujourd'hui, il y a une opinion assez forte pro-russe entre les électeurs Fidesz. Alors, si le but de Fidesz de faire sortir la Hongrie de l'Union européenne, la propagande va
délivrer le résultat. Corentin, peut-être sur le devenir de l'opposition en cas de défaite, et puis surtout peut-être aussi sur ce référendum qui se tiendra en même temps que législative. Oui, alors plutôt sur ce référendum, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on avait invité pour le webinaire Johanna Meyerczyk, qui est porte-parole de l'association LGBTQ Budapest Pride, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, et elle devait justement nous parler plus spécifiquement de ce référendum qui porte sur, dont le titre officiel est la protection de l'enfance, mais qui est au final une campagne de haine dirigée contre les homosexuels, qui assimile les homosexuels avec des pédophiles. Et voilà, l'objet du référendum, c'est la protection de l'enfance pour interdire la propagande homosexuelle auprès des mineurs et notamment dans les écoles. Et la propagande transsexuelle, voilà. Donc, ils font un mélange de homosexuels, transsexuels, pédophiles, effectivement. Voilà, donc je dois dire que ça, c'est vrai. L'idée est sortie l'an dernier. On y voit vraiment une influence du PiS polonais qui était jusqu'à très récemment très proche du Fidesz. C'était pas une thématique habituelle du Fidesz qui jusque-là n'avait pas ciblé vraiment directement les communautés homosexuelles. Mais voilà, il faut dire que je pense que le gouvernement s'est dit que ce serait un instrument de mobilisation de ses propres électeurs le jour du scrutin. Mais voilà, le référendum, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, est passé complètement à la trappe. Personne n'en parle. On voit certes des affiches qui promeuvent le référendum dans les villages, mais je dirais que c'est vraiment hors du discours politique, et je ne sais pas si beaucoup d'électeurs sont même au courant qu'il y a ce référendum dont on pense qu'il connaîtra le même sort que le référendum contre les quotas de relocalisation des demandeurs d'asile en 2016 ou 2017, où les seuls gens qui avaient voté massivement en faveur du Fidesz, mais très peu de gens votent au final, donc le référendum se trouvait invalidé. Donc c'est très certainement le sort qui attend ce pauvre, misérable référendum qui, je pense, même aujourd'hui embarrasse le Fidesz, parce que je pense que c'est même plus un argument électoral pour lui, tellement on est dans une situation politique complètement différente aujourd'hui. Alors, j'ai 3 questions qui se regroupent et qui se retouchent, sur lesquelles je vais également vous demander un éclairage. Alors, une question qui demande d'abord à savoir si Orban a le droit de se représenter systématiquement à chaque élection, ou si il est limité dans ses nombres de candidatures. Hein. Ça retouche à des questionnements institutionnels. Voilà. La réponse est simple et elle est triste, c'est oui. Et 2 autres questions sur l'électorat de Viktor Orban et du Fidesz. Quel est le taux de participation des minorités magyars dans les élections, donc ces fameux Hongrois d'outre-frontière, et puis est-ce qu'on distingue en Hongrie un contraste entre des régions pro-Fidesz et d'autres qui seraient plutôt favorables à l'opposition? Est-ce qu'il y aurait un soutien financier clientéliste quelque part de la part du Fidesz à ces régions qui lui seraient plus acquises? Oui, alors les Hongrois d'autres frontières, si je puis, voilà, c'est compliqué parce que par exemple en Slovaquie, la double nationalité est interdite, donc du coup la deuxième plus grande minorité hongroise d'outre-frontière, on va garder cette expression-là, qui pourrait là aussi voter massivement pour Orban et ne peut pas le faire hein, parce que si vous regardez leur citoyenneté slovaques, ils ne peuvent pas prendre ou alors ils le font illégalement. Bref, mais sinon en Transylvanie, donc en Roumanie notamment, et en Serbie, en Voïvodine, il y a une participation assez massive et un vote du genre 95% pour Fidesz. Donc, et effectivement, il y a une espèce de clientélisme qui favorise ce vote massif en fonction de Fidesz. Voilà, je vais laisser parler les autres. Est-ce que quelqu'un a des compléments à faire, peut-être sur ce hiatus qu'il y aurait entre des régions qui voteraient plus favorablement en faveur du Fidesz et d'autres qui seraient plus acquises à l'opposition? Ah oui,
et où on pourrait voir une forme de clientélisme du pouvoir. Donc, je continue malgré tout. Donc, en fait, donc c'est plus en termes de villes et de villages. Hein. Donc, quelle que soit la région, les grandes villes, et pas seulement Budapest, c'est important. Les grandes villes votent plutôt massivement, et ça va se confirmer, je pense. La tendance va même s'amplifier, votent massivement pour l'opposition. Et les petites agglomérations, c'est l'inverse. Et que par ailleurs, il y a une division un peu traditionnelle qui s'est un peu estompée ces derniers temps, mais je pense que ça pourrait refaire surface. C'est entre ce qu'on appelle la Pannonie, ancienne province romain, donc la Transdanubie, hein, donc l'ouest du pays d'une part et l'est de l'autre, donc l'ouest où les classes moyennes sont plus solides et qui du coup rejettent Fidesz, qui est devenu trop radical, trop anti-européen justement, etc. Donc, il pourrait y avoir des surprises justement au niveau des circonscriptions dans l'ouest du pays, au-delà des grandes villes qui, je pense, sont effectivement acquises. Tandis que dans l'Est, et là où justement la fraude électorale dont on a peu parlé, on a un peu évoqué les achats massifs de votes, et notamment les populations les plus, qui vivent dans une précarité, et notamment les Roms dans l'est et le nord-est du pays. Et là, il va y avoir peut-être encore plus de voix en faveur de Fidesz, à la fois parce que les gens, c'est les perdants de la mondialisation, et d'autres qui vendent leur voix carrément. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a aussi des différences régionales, si on veut. Mais c'est surtout les villes contre la campagne, si j'ose dire. J'ai deux dernières questions avant de clôturer nos échanges. Une question sur le rapport des Hongrois à l'élection. Quelqu'un interroge sur la passivité potentielle de la population par rapport à cette remise en cause des droits de certains habitants du pays. Comment est-ce qu'on peut être aussi passif, en fait, face à de telles remises en cause de l'état de droit? C'est la première question. Et puis, décidément, la question des Hongrois d'outre-frontières intéresse. Est-ce qu'on peut déterminer le poids de ces Hongrois d'outre-frontières dans la représentation au Parlement? Combien de sièges représenterait-il si on faisait ce ratio au regard du scrutin? C'est deux mandats, c'est très simple. C'est deux mandats, pas plus. Donc, 2 sur 199. Bon, c'est 2 mandats de plus. Hein. Si on rajoute ça aux listes des minorités que je disais tout à l'heure, 2 mandats volés avec les minorités, 2 mandats volés avec ce vote par correspondance qu'on n'autorise pas aux jeunes qui travaillent dans les pays occidentaux, et ainsi de suite. Mais c'est 2 mandats, pas plus. Hein. Et sinon, la passivité, c'est là que la propagande, excusez-moi, juste une phrase, c'est là que la propagande est la plus efficace. Ce n'est pas forcément avec ces messages directs. Donc, les gens, ils ne vont pas forcément croire tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient, mais la propagande est efficace et pernicieuse au sens où Fidesz a réussi à faire croire aux gens que, et ce n'est pas très difficile de le faire croire ça, parce qu'ils sont anti-élites, hein, contre les élites de toute façon. Donc, ils sont tous pareils, voilà. Et le tous pareil, le tous pourri, ça favorise Fidesz. Donc, Fidesz, il y a eu des affaires de corruption avant 2010, mais 1000 fois moins, quoi. Et Fidesz a réussi à faire croire aux gens qu'on est tous pourris, qu'on est tous pareils. Et du coup, les affaires de corruption, même quand ils sortent au grand jour, les gens ils vont dire, bon, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et du coup, ça ne va pas affecter le vote. Et c'est là que, justement, donc, cette propagande est, oui, je l'ai dit, déjà pernicieuse et efficace, malheureusement. Il faut quand même relativiser cette passivité. On a vu que les élections primaires ont mobilisé sur les 2 tours 800 000 électeurs, ce qui montrait quand même un appétit de démocratie certain.
En 2019, les élections locales ont été très, très suivies, ce qui a permis aussi de la reconquête de beaucoup de villes par l'opposition. Là, les sondages montrent que l'abstention devrait être relativement faible. Donc, ça montre quand même qu'il y a un vrai intérêt des Hongrois pour cette élection. Ensuite, oui, effectivement, au regard des enjeux, on pourrait espérer que la mobilisation des Hongrois soit plus forte. Il y avait une sorte de contrat social qui était tacite quand Orbán est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire qui était un peu suivi du cadarisme, mais ça, je pense que Peter et Gabor pourraient le dire mieux que moi, le confirmer ou l'infirmer après, qui était de dire la politique, c'est nous. Et tant que le peuple, vous occupez pas de politique, vous n'aurez pas de problème et l'assiette sera bien remplie, votre situation va s'améliorer. J'ai l'impression que le contrat a un peu évolué depuis que Viktor Orban est dans ses guerres perpétuelles, comme Don Quichotte contre les moulins, contre Bruxelles, contre Georges Soros, et contre les migrants, etc., contre beaucoup d'ennemis qui ne sont même pas de chair et d'os, ce qui est pratique quand même pour lui, où le contrat est plutôt maintenant, il faut faire corps derrière moi, derrière la nation qui est menacée, voilà, est menacée par un monde hostile. Ensuite, sur cette question aussi de la faible participation des Hongrois dans la vie publique, dans toute l'Europe ex-communiste, il y a un déficit de société civile dans le secteur associatif, par exemple. Il y a beaucoup moins le maillage associatif, par exemple, et l'implication des gens dans la vie publique est très inférieure à ce qu'on peut voir en Europe de l'Ouest. Et enfin aussi, il faut aussi voir que c'est pas un déterminant directement du vote ou de l'implication dans la vie politique, mais mais beaucoup de gens vivent ou survivent avec des salaires très, très inférieurs à ceux d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que le salaire minimum est autour de 300 €. Un prof en début de carrière gagne 400 € et en fin de carrière 800 €. La moitié des Hongrois gagnent moins de 600 ou 700 €. Donc voilà, et pour un coût de la vie qui est maintenant pratiquement aussi élevé qu'en Europe de l'Ouest. Donc je veux dire, quand on parle d'Orban et de la Hongrie, on pense aux atteintes à la démocratie quand on voit ça de l'extérieur, mais les questions démocratiques pour une grande partie de la majorité de la population passent au second plan, passent après les considérations vraiment matérielles et de survie quotidienne. Et Peter, je vais vous laisser le mot de la fin et la conclusion. Moi-même, je pense qu'il y a une différence envers la politique dans la société ou mentalité hongroise. C'est une grande différence par rapport à la société polonaise qui était toujours plus mobilisée que la société hongroise, qui est une société individualiste. Ça pourrait être un bon terrain pour une partie vraiment libérale, parce que la société hongroise est vraiment individualiste, atomisée, et pas collectiviste. En ce qui concerne la corruption, c'est vraiment une question très importante, mais parce que la Hongrie n'est pas seulement un pays corrompu comme l'Autriche, la Slovaquie ou même l'Italie, mais ce qui a réussi Orbán, c'est de s'emparer de l'État. Alors, l'État hongrois n'existe plus. C'est un clan mafieux qui existe et qui contrôle toutes les institutions qui seraient là à contrôler les mafias ou la politique, etc. Et c'est un problème. Et grâce à la propagande du gouvernement, les gens ne peuvent pas distinguer entre un pays corrompu et l'État et cet État mafieux. C'est pourquoi beaucoup de gens voudraient dire oui, il y a une corruption, mais il y avait toujours des politiciens corrupts et les politiciens étaient toujours corrompus en Hongrie, alors je m'en fiche. Et cette indifférence, c'est vraiment un problème, même pour une Hongrie peut-être démocratique. Alors, si l'opposition veut établir une Hongrie démocratique, la société doit se mobiliser aussi parce que contre la société, il était une fois un essai d'établir une Hongrie démocratique contre cette différence de la société. C'était après le changement du système parce que même la société était un peu indifférente envers ces changements. Mais si l'opposition veut vraiment changer la société, le pays,
il faut aborder les questions plus importantes que la liberté ou le droit de l'homme. Naturellement, ils sont des questions très importantes, mais pour les gens à la campagne, pour les Hongrois, l'éducation ou la santé, etc., sont des questions plus importantes que le concours constitutionnel. Et c'est un vrai enjeu pour l'opposition. Comment s'adresser à ces électeurs qui s'en fichent ces thèmes. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage à tous les trois. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis pendant cette heure et demie. Et puis merci de suivre le courrier d'Europe centrale et on ne manquera pas évidemment de rendre compte du résultat de l'élection du 3 avril prochain. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.